Dans ce problème, on s'intéresse à une particule de masse m dont la dynamique est décrite par cette fonction d'onde ici. Alors, cette fonction d'onde, si on la réécrit un tout petit peu, on va pouvoir observer quelque chose qui est peut-être pas tout à fait visible là tout de suite. C'est qu'elle est composée de deux termes. Un terme contient la dépendance spatiale, sous forme d'une gaussienne, et un autre terme, la dépendance temporelle, sous forme d'un facteur oscillant, sinusoïdal. Et donc, cette fonction ici, qui est complexe, on peut, par exemple, si on souhaite la représenter, la décomposer en une partie réelle et une partie imaginaire. Cette décomposition ici, elle nous permet de représenter la fonction d'onde directement dans un plan, et on peut voir que, au cours du temps, c'est en fait l'enveloppe d'une gaussienne qui se retrouve modulée par une fonction cosinus ou sinus. Et donc lorsque la partie réelle va être à son maximum, la partie imaginaire va être à son minimum, et vice-versa. Un petit peu ce qu'on avait dans le problème 1/7, il me semble. Si on trace en représentation 3D, avec en axe vertical la variable x, et dans le plan complexe, tout simplement, on peut représenter d'ailleurs la trajectoire directement de la fonction d'onde. Et là, ce qu'on voit, c'est que chaque point de la gaussienne décrit une trajectoire circulaire. Ce qui permet vraiment d'avoir les deux points de vue, soit en vue de coupe, soit directement en 3 dimensions. C'est assez intéressant. Ce genre de fonction d'onde, c'est assez classique, d'ailleurs, on va voir que c'est un peu la fonction d'onde, on va voir qu'elle a une propriété un petit peu particulière, celle-ci. Dans un premier temps, on va simplement la normaliser, et ensuite on va se poser la question de mais quel est le type de potentiel qui donne lieu à ce genre de fonction d'onde. Alors pour la normalisation, la recette est toujours la même. On va calculer son modulo carré, et étant donné que c'est une probabilité, la somme de toutes les probabilités élémentaires va être égale à 1. Le modulo carré, ici, si on regarde cette fonction, on va avoir ce terme-là qui va être au carré, et ce terme-là, fois son complexe conjugué, qui va donner 1. Comme A est une constante réelle, on n'a pas besoin de mettre le module. Ok, et là ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir à calculer des intégrales gaussiennes. Alors, peut-être qu'on pourrait se mettre de côté quelques résultats sur les intégrales gaussiennes. Notamment que l'intégrale d'une gaussienne, c'est racine de pi sur lambda. Mais on va aussi avoir des intégrales du style... Et ça vaut 1 sur 2 lambda fois la racine de pi sur lambda. Ok, on se met ça dans la poche. On peut se rappeler aussi que si on a, alors de manière très générale, l'intégrale d'une fonction impaire sur un domaine symétrique, alors on aura une aire à gauche qui va compenser l'aire à droite par rapport à l'origine. Et ici, on va se retrouver avec ce genre d'intégrale, donc on le met dans la boîte à outils directement. Ici, c'est pas évident, c'est juste qu'on aura à calculer ces intégrales à un moment donné, donc j'anticipe et je les écris sur le côté, comme ça, ce sera plus facile de dérouler les calculs. Donc ici, ce qu'on a, c'est que a carré, ça doit être égal à 1. Et cette chose-là, du coup, ça vaut a carré fois la racine de pi fois donc lambda, et le facteur lambda, bah, c'est 2am sur h bar, donc pi sur lambda. Et ça doit être égal à 1. Au final, on n'a que a, il doit valoir à la puissance 1 quart. Et donc, au final, notre fonction d'onde, on va pouvoir l'écrire comme étant ça, c'est juste pour la partie normalisation, ça nous apporte pas beaucoup plus d'informations. Alors, l'information, ça pourrait être que, ici, l'amplitude de la fonction d'onde, elle va dépendre de plusieurs paramètres.
notamment la masse de la particule. Plus la particule sera massive, plus l'amplitude va être importante. Elle va être inversement proportionnelle à la constante h bar, et elle va aussi dépendre de ce facteur A, et ce facteur A, on en discutera tout à l'heure, c'est juste un facteur numérique. Ok. Ça c'est pour la question A. Pour la question 2, on va se demander quel genre de potentiel donne lieu à cette fonction d'onde. Pour ça, on va utiliser l'équation de Schrödinger à une dimension. Alors ici, le potentiel, j'anticipe, hein, il va seulement dépendre de la variable d'espace, donc j'écris Vx, pas Vx de t, fois psi, ok. Et nous, on se demande quel type de potentiel donne lieu. Donc on va réécrire la fonction de cette manière. Ok. Et donc là, vous voyez qu'il va falloir qu'on calcule, pour trouver le potentiel, la dérivée première de la fonction d'onde et sa dérivée seconde. La dérivée première de psi par rapport au temps. Ici, on voit qu'on va faire sortir un facteur moins i fois a. Donc en fait, ce qu'on a ici, c'est simplement moins i a fois psi. Ok. Juste une multiplication par une constante. Là, si on dérive par rapport à la variable x, on va avoir... Je réécris tous les termes pour que ça puisse être clair, au moins la provenance pour vous. Ça, c'est la constante, le facteur de normalisation. Ensuite, on va dériver ce terme-ci par rapport à x, et donc ça va nous faire sortir un moins 2am sur h bar. Donc ça nous fait moins 2am sur h bar, le tout fois x, multiplié par psi. Donc la dérivée seconde, si on reprend ce premier résultat, ça va nous donner ce premier terme qui va dériver le x ici, et un deuxième terme qui va nous donner, cette fois-ci, plus cette dérivée ici. Donc on va se retrouver avec ce terme-là, au carré, fois x carré, fois psi. Ok. Et donc maintenant, le but, une fois qu'on a ces deux dérivées, ça va être de plotter ça là-dedans. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ce terme-là, il va donner une contribution en A fois H bar. Et ce terme-là, il va donner exactement la même contribution. Donc ces deux-là vont s'annuler. Et ce qu'on va avoir à la fin, autrement dit, ce qu'on a obtenu ici, c'est que V de x, lui, il est égal à 2a carré m x carré. Donc ce qu'on a ici, c'est un potentiel quadratique. Au final, ce qu'on a montré, c'est que cette fonction d'onde gaussienne, elle est générée par un potentiel de forme quadratique. On retrouve bien ce x carré ici de la gaussienne dans le potentiel là. Donc ça, c'est un exemple assez classique. Les fonctions d'onde gaussiennes sont toujours générées par... Enfin, les états gaussiens sont générés par des potentiels qui sont harmoniques. Ensuite, on va calculer les valeurs moyennes de tous ces observables. X carré, P et P carré. On va reprendre la définition des observables pour avoir des calculs qui sont clairs. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x star, de psi star x, psi dx. Donc ça, au final, ça va nous donner l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de a carré x exponentielle
Et cette intégrale-là, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, qu'on a mis représentée dans notre boîte à outils. C'est cette intégrale-ci. L'intégrale d'une fonction impaire sur un domaine symétrique. La valeur moyenne de x carré, quant à elle, ça va être égal à exactement cette intégrale ici. Donc on va avoir notre facteur a carré fois 1 sur 2 fois 4 am h bar multiplié par la racine. Donc ici, si on prend notre facteur a carré et qu'on met son expression à l'intérieur, on va simplement se retrouver avec la racine de 2am pi sur h bar fois h bar sur 4am fois ce terme-ci. Et donc là, on se retrouve avec x carré qui va être égal, comme ces deux termes-là vont simplifier, à h bar sur 4m. Ok. Donc deux premiers résultats. La valeur moyenne de x est égale à 0, et la valeur moyenne de x carré, quant à elle, est égale à h bar sur 4m. Ça nous permet déjà d'anticiper et de calculer sigma x. On va avoir besoin de la dispersion, parce que ce qu'on va venir faire dans un second temps, une fois qu'on aura tous les observables, ça va être comparer la dispersion sur la variable position à la dispersion sur la variable impulsion dans les inégalités d'Heisenberg. Donc on va utiliser l'inégalité d'Heisenberg pour pouvoir voir si elle est... comment elle est pour l'état gaussien. Et donc là, ce qu'on a, c'est 1/2 de la racine de h bar sur am. Ok. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la valeur moyenne de P. Et alors ça, la valeur moyenne de P, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Il faut se rappeler que P, lui, c'est moins IH bar d rond à d rond x. Ça va nous donner 2 I à m. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Ici, on plug la valeur de d rond psi qu'on avait tout à l'heure. Ok, et là on se retrouve avec une intégrale d'une fonction impaire sur un domaine symétrique. Et donc ça va nous redonner 0. Ok. Donc ici les valeurs moyennes sont égales à 0, et ça on peut le remarquer par le fait que dans l'expression de cette gaussienne ici, la moyenne est en effet égale à 0. Donc ça aurait pu nous indiquer déjà qu'on n'allait pas avoir de valeur moyenne non nulle. De la même manière, ici, si on écrit cette valeur moyenne, ça va être égal à moins h bar carré, psi star fois la dérivée seconde de psi cette fois-ci. Et encore une fois, on l'a calculé la dérivée seconde. Donc ici, ça va nous simplifier la vie. On va se retrouver avec deux termes. Premier terme qui va être moins h bar carré fois l'intégrale du module au carré de psi, h bar carré multiplié par ce terme-ci. Ok, donc le premier terme ici, comme cette intégrale vaut 1, on va simplement avoir 2am fois h bar, et cette deuxième intégrale, on l'a calculée tout à l'heure, c'est la valeur moyenne de x carré. La valeur moyenne de x carré, elle vaut ce terme-là.
Donc elle vaut h bar sur 4m. Donc là, on va se retrouver avec 2am h bar moins am h bar qui va nous donner am fois h bar. Donc au final, ce qu'on obtient, c'est que la valeur moyenne du carré de P égale à am h bar, alors que la valeur moyenne de P, elle est nulle. Maintenant, on peut calculer de la même manière sigma P, qui va être égal à la racine de am h bar. Ok. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations? Alors on a un petit peu anticipé la question B, la question D, hein. Ici on a calculé sigma x et sigma p. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le cadre du principe d'incertitude, maintenant? Donc sigma x, c'était égal à 1/2 de la racine de h bar sur am. Sigma p, lui, il est égal à la racine de am h bar. Au final, l'inégalité d'Heisenberg, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est sigma x, sigma p, qui est supérieur ou égal à h bar sur 2. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'on ne peut pas être infiniment précis en même temps sur la variable x et en même temps sur la variable p. Si on veut connaître avec une précision énorme la position de la particule, on va perdre toute l'information sur son impulsion. Donc on va réduire la particule à son aspect purement corpusculaire. Par contre, si on veut connaître toute l'information sur l'impulsion de la particule, et donc sur sa longueur d'onde au passage, s'il s'agit d'un photon par exemple, on peut associer une longueur d'onde, un électron, on peut associer une longueur d'onde à l'impulsion avec la relation de De Broglie, eh bien on va perdre toute l'information sur la position de la particule. Donc ça va livrer son aspect beaucoup plus ondulatoire. Ce produit ici, on nous dit qu'il est limité, qu'il est forcément supérieur ou égal à la valeur de h bar sur 2. Alors, pour tout un tas d'états quantiques, on peut le calculer. Ce que la mécanique quantique nous dit, c'est que ce produit sera toujours supérieur à la constante de Planck réduite divisée par 2. Très bien, on va le calculer dans le cas de l'état gaussien. Ici, ce qu'on a, c'est que sigma x, sigma p est égal à 1/2 de... En fait, ce qu'on observe, c'est que dans le cas de l'état gaussien, on vient saturer l'inégalité d'Heisenberg. Ce que ça veut dire, c'est qu'on atteint la limite inférieure. Autrement dit, l'état gaussien, c'est l'état sur lequel on va avoir le plus d'informations, à la fois sur x, à la fois sur p, malgré cette limite sur l'information. Cet état gaussien, on va l'étudier un petit peu plus en détail dans le chapitre 2, où on verra donc comment générer les états de plus haute énergie à partir de cet état qui correspond en fait au ground state, donc à l'état de plus basse énergie de l'oscillatoire harmonique. Et on rediscutera justement cette propriété de saturation des inégalités d'Heisenberg, et comment les états successifs d'énergie supérieure, eux, sont vis-à-vis de l'inégalité. Voilà.